Bonjour à tous et bonsoir à vous qui nous suivez depuis l'Asie. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire consacré à l'actualité financière et fiscale des non-résidents. Non-résidents que les équipes de la Banque Transatlantique, qu'elles soient basées en France ou à l'étranger, accompagnent aujourd'hui dans plus de 170 pays. La présentation qui va suivre se décompose en deux temps. Dans une première partie, Pierre Carpentier, directeur des gestions de notre filiale Dubli Transatlantique Gestion, prendra la parole pour vous expliquer comment valoriser ses actifs financiers dans un contexte de resserrement monétaire généralisé. Puis, dans un second temps, c'est Bertrand Cosson, directeur de l'ingénierie patrimoniale au sein de la Banque Transatlantique, qui nous exposera quelle fiscalité française s'applique au régime si spécifique des non-résidents. Puis il nous expliquera également quelles sont les nouveautés fiscales à appréhender pour cette nouvelle année. Tout au long de ce webinaire, vous avez la possibilité de poser vos questions dans la fenêtre Q&R qui se trouve à droite de votre écran. Les orateurs y répondront à l'issue de notre présentation. Nous allons donc pouvoir commencer. Pierre, je te cède la parole. Merci Marjorie. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023, en espérant effectivement qu'elle nous apporte sur les marchés un peu plus de douceur que ce que nous avions pu connaître au cours de l'exercice précédent. Je vais d'ailleurs revenir un petit peu, effectivement, avant d'aborder 2023. Voici les différents thèmes que j'ai choisi d'aborder avec vous aujourd'hui. Revenir effectivement sur ce qui s'est passé sur cette année si particulière sur les marchés financiers que fut 2022. Essayer d'en lire les conséquences sur le marché du crédit, sur les marchés de la dette, qui ont été fortement secoués au cours de cette année suite à ce resserrement monétaire. S'interroger également ensuite sur la détente, la valorisation des actifs risqués dans les pays développés. Et enfin, dans la mesure où la plupart d'entre vous nous suivez depuis l'Asie, faire effectivement un petit focus sur les pays émergents et voir effectivement quelles sont les conséquences de ces changements sur ces marchés et sur l'opportunité ou non d'y investir. D'abord, nous allons revenir effectivement quelques instants sur 2022, qui fut une année très difficile. Vous avez là, sous les yeux, l'évolution des différentes composantes du marché obligataire occidental, vais-je dire, puisque vous trouvez la dette fédérale de l'État américain, la dette des entreprises américaines, qu'elles soient notées investment grade, c'est ce que vous voyez sur le USIG, ou high yield, donc dites à haut rendement, à savoir les émetteurs les plus fragiles, ceux qui sont notés moins bien que BBB par les agences, notamment l'agence Standard & Poor's. Et puis sur la partie droite, vous avez le miroir européen avec le 2 ans allemand, le Bund, qui est donc la dette fédérale de l'État allemand, et puis les compartiments investment grade et high yield des émetteurs corporate européens. Force est de constater qu'effectivement, l'année 2022 a été particulièrement éprouvante pour les investisseurs obligataires suite à une année 2021, elle-même déjà difficile. Donc vous voyez que sur 2 ans, un porteur de dette fédérale américaine voit son investissement s'être déprécié de 20%. Ce qui est très important, il faut savoir qu'effectivement, la contraction de la valorisation qu'on a connue sur les marchés de la dette, donc crédit et souverain dans les pays développés, mais également dans les pays émergents, est probablement l'une des pires contractions observées sur les 30 ou les 40 dernières années. Et vous voyez que ce qui est très intéressant, c'est que ce sont les actifs réputés les plus solides, les actifs traditionnellement qualifiés de refuge, je pense aux Bund allemands et aux Treasuries américains, qui ont le plus souffert. Donc effectivement, cette baisse, elle se traduit également sur les actifs plus risqués ou réputés l'être que sont les actions, en tout cas plus volatiles, où là effectivement on voit notamment sur la partie droite que les actions internationales ont connu un exercice 2022 difficile, mais que tout de même, si on consolide les années 2021 et 2022, l'investisseur reste gagnant sur la plupart de ces marchés. Seule la très forte baisse du Nasdaq rend effectivement l'investissement consolidé sur ces 2 années négatif. Alors, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'effectivement, 2022, comme vous le savez, signe le grand retour de l'inflation et donc, effectivement, a conduit les banques centrales à augmenter leur taux d'intérêt, à procéder à ce que l'on appelle le resserrement monétaire, donc à réduire l'offre de crédit, à tenter de réduire la masse monétaire en circulation pour lutter contre cette inflation et que c'est bien ce mécanisme particulier qui a conduit aussi bien les marchés d'actions que les marchés d'obligations en territoire négatif. Je vous présente à présent cette petite illustration qui est produite par nos confrères de chez Goldman Sachs. Donc là, vous avez effectivement l'évolution de très grandes classes d'actifs. Vous trouvez par exemple les matières premières, les obligations à haut rendement américaines, internationales, pardon, les actions large cap américaines, les actions japonaises, bref, une douzaine de classes d'actifs. Et nous allons essayer de décortiquer leur évolution au cours des 10 dernières années.
vous avez une ligne rouge qui parcourt effectivement le graphique et qui en fait permet de ségréguer les grandes classes d'actifs qui ont soit baissé au cours d'un millésime, soit ont vu leur valeur s'apprécier. Et force est de constater que 2022 a vu la quasi-totalité des grands actifs internationaux se déprécier. Les seuls actifs qui effectivement sont en territoire positif sont les fonds dits macro-driven, donc des OPCVM qui suivent des processus de gestion purement basés sur des événements d'ordre macroéconomique. Et puis les matières premières qui signent un deuxième exercice de grande qualité. Les matières premières se sont appréciées d'une part du fait de la reprise de l'activité en 2021, la sortie des confinements, l'explosion, le choc d'offres que nous avons connu, qui a généré, comme vous le savez, des pénuries et des difficultés sur les chaînes d'approvisionnement à l'échelle internationale, conduisant donc ces matières premières à des niveaux très élevés. En 2022, cette hausse s'est poursuivie, principalement alimentée par le conflit russo-ukrainien, qui a vu en effet non seulement les énergies fossiles, mais aussi les matières premières agricoles et les fertilisants propulsés à des niveaux très élevés. Ceci dit, on voit que l'ensemble des grandes classes d'actifs est en territoire négatif et que 2022 est donc le reflet de ce que vous voyez sur l'année 2018, où là, seule une classe d'actifs avait terminé en territoire légèrement positif. À cette époque, en effet, les États-Unis étaient déjà intégrés sur le resserrement monétaire et donc le 10 ans américain avait touché les niveaux de 3% en décembre 2018, conduisant les grands actifs effectivement à voir leur valorisation se contracter. 2022, enfin, c'est la fin de 3 ans de cycle d'expansion de la quasi-totalité des actifs financiers internationaux. 2019 ayant été une année où tous les actifs avaient monté, même ceux qui parfois sont négativement corrélés, à savoir qu'effectivement le 10 ans fédéral allemand, par exemple, avait monté, alors même que les actions ont monté également, ce qui n'est pas nécessairement évident. Donc effectivement, cette année est compliquée, a été très compliquée, et donc on va essayer d'en analyser un petit peu plus aujourd'hui les conséquences et la manière de nous adapter en 2023 face à cet environnement. D'abord, effectivement, 2022 marque la fin des taux bas, des taux négatifs. Vous voyez sur ce graphique l'évolution du taux à 10 ans des États-Unis et de l'Allemagne. Et donc, effectivement, ce qu'on constate, c'est que si vous regardez sur la période entre 2019 et 2022, eh bien, les taux fédéraux allemands étaient en territoire négatif. Et donc, on a une accélération de la remontée des taux depuis le mois de février de cette année. Aux États-Unis, la situation est beaucoup plus marquée, puisque le 10 ans américain évolue à peu près au niveau de 3,60-3,80 aujourd'hui. Ceci a pour conséquence, effectivement, cette hausse des taux a conduit les banques centrales à remonter les taux d'intérêt et donc a conduit également le dollar à fortement s'apprécier face aux autres grandes devises internationales. J'ai choisi ici de vous présenter le dollar contre l'euro, le yen et le yuan chinois, qui sont les devises de 3 grands blocs économiques internationaux parfaitement intégrés et connectés. Le dollar s'est fortement apprécié face à l'euro, puisqu'effectivement la Banque centrale européenne a déclenché son resserrement monétaire à partir de l'été, là où la Fed avait déjà démarré au tout début de l'année 2022. On observe depuis quelque temps d'ailleurs une réappréciation de l'euro. On traite actuellement sur des niveaux de 1,08 après être passé sous une parité de 1 pour 1 au plus fort de la valorisation du dollar. Effectivement, donc le resserrement mis en place par la Banque centrale européenne depuis maintenant environ 6 mois commence à porter ses fruits sur la valorisation de la devise et donc conduit effectivement à un retour à la normale sur les parités euro-dollar. J'ai choisi de mettre le yen puisque le Japon, comme vous le savez probablement, vous qui vivez dans cette zone asiatique, est probablement l'un des derniers pays au monde à poursuivre une politique monétaire expansionniste avec des taux qui sont toujours proches de zéro. Et donc, effectivement, le contraste de ces deux politiques monétaires, l'une restrictive d'un côté du Pacifique et l'autre expansionniste de l'autre, conduit bien évidemment à cette dévaluation, à cette dépréciation plus précisément très importante de la devise japonaise contre le billet vert. Enfin, j'ai choisi de montrer le yuan qui, lui, est resté extrêmement stable. La Banque centrale chinoise maintient une politique très active de gestion de son taux de change face au dollar. Vous savez probablement que la Chine est probablement le plus gros détenteur de dette fédérale américaine. Et donc, il est aisé pour les autorités chinoises d'intervenir sur l'échange en augmentant ou en réduisant le stock de dette détenue par la Banque centrale. Alors effectivement, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est quelle est la conséquence de ce resserrement monétaire sur les indices des pays développés.
J'ai choisi là de vous montrer deux grands indices américains, le S&P 500 et le Nasdaq, qui regroupent les sociétés issues du secteur de la technologie et de l'innovation, et puis le Stoxx 600 qui regroupe les 600 plus grandes sociétés européennes, que le siège social soit établi au sein de l'UE ou non. Vous trouvez là des sociétés norvégiennes, suisses ou britanniques. Et donc, force est de constater qu'effectivement, les actions ont vu leur valeur se déprécier, notamment celles qui avaient le plus monté, puisque les valeurs de croissance qui sont représentées au sein de l'indice Nasdaq sont positivement corrélées à une baisse des taux d'intérêt. Ça veut dire que leur valorisation a tendance à s'apprécier lorsque les taux d'intérêt sont bas. Et effectivement, à mesure que la Fed durcissait sa politique monétaire et poursuivait ses hausses de taux, je rappelle que la Banque centrale américaine a procédé à 4 hausses de 75 centimes tout au long de l'année 2022. Et bien, à mesure que cet exercice avançait et que dans le même temps, la Banque centrale réduisait la taille de son bilan, eh bien, on a eu effectivement une forte correction de cet indice de valeur de croissance. Alors, ceci dit, sur une période de 3 ans, on voit que l'investisseur est toujours en territoire positif. Son investissement s'est apprécié d'environ 20% sur la période, mais nous étions montés beaucoup plus haut avant que la Fed effectivement resserre son cycle monétaire. Et donc toute la question est de savoir si effectivement nous arrivons sur des niveaux de valorisation qui redeviennent attractifs, si la Banque centrale va continuer à monter les taux avec la même vigueur que ce qu'elle a effectué au long de l'année écoulée. Donc ce sont ces sujets sur lesquels nous allons devoir nous positionner. J'ai choisi 3 grandes sociétés aussi qui sont très emblématiques. Certaines sont issues de la nouvelle économie. Ce sont ces fameuses GAFAM. Vous avez là sous les yeux les cours de bourse de Apple et d'Amazon exprimés en dollars. Et également le cours de l'action LVMH qui, elle, effectivement, a franchi le cap symbolique des 400 milliards de capitalisation boursière en début de semaine et symbolise une économie plus traditionnelle tournée vers des biens physiques, des biens matériels au sein du secteur de la consommation discrétionnaire. On voit donc que sur une longue période, une période de 3 ans, Apple et LVMH, qui évoluent tout de même sur le monde de la consommation, ont connu des parcours de bourse positifs. Les investisseurs sont largement gagnants s'ils sont positionnés sur le long terme sur ces actifs. En revanche, effectivement, Amazon, après un parcours boursier très intéressant, notamment post-confinement, qui a vu la valeur de cet actif s'envoler, eh bien, connaît une correction extrêmement forte. Amazon est une valeur de croissance avec un profil très offensif, puisque les activités cloud finance la politique d'expansion à grande vitesse d'Amazon sur la partie du retail. Et donc, effectivement, c'est ce profil de croissance qui a été sanctionné par la hausse des taux. On traduit à présent la même chose en euros, où là on voit que c'est un petit peu différent, puisque l'investisseur gagne un peu plus sur la période du fait de l'appréciation du dollar sur la période considérée. Et donc, effectivement, on constate également que Amazon subit tout de même une dépréciation assez forte depuis quelques semaines. Alors toutefois, où en est-on effectivement de ce resserrement monétaire? Quels signaux faibles pouvons-nous observer? Le premier, c'est bien évidemment l'inflation et donc les chiffres qui sont publiés par les bureaux d'études tels que l'INSEE en France, qui suivent ces indicateurs et qui vont en fait permettre à la Banque centrale de prendre des décisions. On voit que l'inflation s'est littéralement envolée depuis le début de l'année 2021. Nous vous l'avons rappelé lors de nos scénarios d'investissement que nous vous avions présentés entre mi-novembre et décembre de l'année dernière. L'inflation avait déjà démarré en 2021 du fait de ces goulets d'étranglement, du fait des politiques budgétaires extrêmement expansionnistes menées par les États, le fameux quoi qu'il en coûte, et financées effectivement par le recours aux banques centrales en leur qualité de prêteurs en dernier ressort. Et donc, effectivement, ces phénomènes, mis bout à bout, avec un marché du travail qui reste extrêmement tendu aux États-Unis, ont conduit à ce que l'inflation s'approche des 10% aux États-Unis et dépasse ce niveau en Europe. Ce qu'on constate, c'est qu'aux États-Unis, le resserrement monétaire enclenché depuis le début de l'année dernière porte ses fruits. L'inflation commence à reculer. La Fed aura donc probablement un peu plus de latitude quant à la rigueur du rythme auquel elle va poursuivre son resserrement monétaire. Les derniers chiffres publiés au cours des 2 derniers mois confirment cette tendance. La forte baisse du prix de l'énergie notamment permet en effet à l'inflation de souffler davantage. En Europe, nous sommes un peu plus en retard. Les dynamiques qui nourrissent le phénomène ne sont pas les mêmes des 2 côtés de l'Atlantique. L'inflation américaine est principalement alimentée par des tensions sur le marché du travail, par une augmentation des salaires, là où en Europe, c'est plutôt la composante énergétique, du fait de la dépendance de l'Europe aux énergies fossiles et de la nécessité de les importer, là où les États-Unis sont indépendants énergétiquement, et bien conduit à ce que cette composante soit le principal moteur qui alimente le phénomène en Europe.
Alors comme je le disais, comme je l'évoquais juste à l'instant, il y a effectivement des éléments favorables également à considérer du côté des énergies fossiles et du prix des matières premières et notamment des hydrocarbures. Ces derniers ont tendance à refluer depuis les points hauts touchés à l'été 2022. Je rappelle qu'on a été monté à peu près à $120 sur le baril WTI. Ici, les éléments sont exprimés en base 100 sur le WTI, non pas en valeur absolue, mais on constate tout de même qu'on a une correction assez significative depuis ces points hauts. Pourquoi cette correction ? Notamment parce que, comme vous le savez, les prix du pétrole sont principalement pilotés par les anticipations des investisseurs et des agents économiques sur leur perception de la croissance à venir. La Banque mondiale a revu plusieurs fois à la baisse sa perspective de croissance de l'économie mondiale pour l'exercice 2023. Et c'est notamment le coup d'arrêt de l'économie chinoise, dont la croissance du PIB a été publiée il y a 2 jours à plus 3%, qui vient effectivement alimenter ce reflux du prix du pétrole. À droite, vous voyez le prix du gaz TTF. Le gaz TTF, c'est le contrat spot du gaz en Europe. Donc, c'est celui qui nous concerne directement. C'est celui qui va permettre de fixer, par exemple, les prix de l'électricité. Et donc, effectivement, on voit que celui-ci a fortement reflué suite aux politiques mises en place par les dirigeants européens pour lutter contre les embargos mis en place face à M. Poutine suite à l'invasion de l'Ukraine. Mais donc, effectivement, ces éléments mis bout à bout sont favorables sur la tendance baissière de l'inflation. Enfin, on peut tout à fait s'interroger sur la légitimité de revenir sur les actifs émergents qui ont également fortement baissé dans ce contexte monétaire. Les actifs émergents subissent de plein fouet par ricochet le resserrement monétaire américain. Il y a déjà des périodes dans le passé qui attestent de cette corrélation négative entre la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis et la valorisation des actifs émergents, que ce soit la crise mexicaine dans les années 80 ou la crise des États asiatiques au début des années 90. Dès que la Fed renchérit le coût du crédit, eh bien ceci complique les conditions de financement des acteurs émergents, qu'ils soient privés ou qu'ils soient des États. Par ailleurs, souvent ces pays émettent de la dette en hard currency, donc en dollars ou en euros, pour effectivement permettre à l'investisseur étranger de ne pas avoir à subir des fluctuations trop importantes sur le change. Et donc, effectivement, à mesure que la Fed montait les taux, eh bien, on a eu une appréciation extrêmement forte du dollar face à ces devises. J'ai choisi là de vous illustrer le phénomène avec le yuan dont on a parlé, mais aussi le réal brésilien. Le Brésil est une économie exportatrice, principalement de matières premières, et la roupie indienne, l'Inde est plutôt un pays de main-d'œuvre qui procure également des services à haute valeur ajoutée. Dans les deux cas, le dollar s'est très fortement apprécié, ce qui fragilise les pays émergents et notamment les pays les moins développés. Songez par exemple que le Sri Lanka est en défaut depuis l'année dernière. Alors par ailleurs, si on fait un focus sur la deuxième économie mondiale, l'activité continue de se dégrader. Les indicateurs PMI que vous voyez ici et qui sont exprimés en bas 100 continuent de fortement reculer. La Chine a choisi de sortir de manière relativement désorganisée du confinement suite effectivement à l'augmentation des protestations sociales. Nous avons actuellement une pandémie qui fait rage en Chine et qui effectivement continue d'affecter la fluidité des échanges et du marché du travail. Dans ces conditions, nous restons très prudents sur cette zone et donc effectivement, nous voyons que la situation sanitaire reste compliquée et nous enjoint à rester prudents malgré des valorisations qui sont nettement plus attractives du fait de la baisse aussi bien des produits obligataires que des actions. À présent, je vais céder la parole à Bertrand Cosson qui va revenir effectivement sur l'actualité fiscale qui vous concerne directement. Bertrand, je te cède la parole. Merci Pierre, bonjour à tous. Tout d'abord, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2023. Et c'est toujours un plaisir d'intervenir devant vous, même à distance, et bien sûr d'intervenir en compagnie de Pierre. Alors l'actualité fiscale est quand même cette année beaucoup moins riche que l'actualité financière. C'est vrai qu'on pouvait s'attendre parfois avec un nouveau quinquennat à un certain nombre de réformes fiscales, notamment dans les lois de finances. Et globalement, il n'y a pas eu de réforme d'ensemble. Vous vous souvenez, il y a 5 ans, lors du premier quinquennat de M. Macron en 2017, donc 2018, on avait une loi de finances très importante qui notamment avait créé la flat tax et puis le changement de l'ISF pour l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Donc là, cette année, c'est une petite année quand même en matière de loi de finances. Et j'ai prévu quand même de développer 3 parties. Malgré tout, les sujets, même s'ils ne sont pas des réformes d'ensemble, il y a quand même quelques sujets d'actualisation
sur la loi de finances pour 2023, donc on va les voir ensemble. Ensuite, j'ai trouvé 2 autres sujets qui me semblent importants pour les non-résidents en termes de jurisprudence fiscale. Une décision en matière de régime impatrié, et puis une autre en matière de détention immobilière via une société étrangère. Et puis on a prévu aussi un 3e point d'actualité pour faire le point, parce qu'on a souvent beaucoup de questions de votre part sur la partie transmission de patrimoine lorsqu'on est non-résident. Et donc là, on fera un point sur les règles en la matière. Alors sur la première partie, la loi de finances pour 2023, comme je vous l'ai annoncé en introduction, on n'a pas en effet de réforme d'ensemble, dans le sens où il n'y a pas de modification sur la flat tax, le prélèvement forfaitaire unique, il n'y a pas de modification non plus sur les prélèvements sociaux, il n'y a pas de modification significative sur l'impôt sur la fortune immobilière, et malgré tous les débats qu'on a pu avoir en France, il n'y a pas eu de modification sur les droits de succession et les droits de donation. On y reviendra tout à l'heure. Globalement, ce qui a changé, c'est en effet une baisse qui avait été votée il y a déjà quelques années, mais qui a eu lieu progressive de l'impôt sur les sociétés. Et donc, aujourd'hui, en France, si vous êtes chef d'entreprise, que vous avez des activités en France, en effet, on partait d'un taux historique d'impôt sur les sociétés qui était de 33 un tiers. Un tiers du résultat partait en impôt sur les sociétés. Donc cette baisse progressive est désormais terminée depuis 2022. Il y a juste eu un petit changement dans la loi de finances sur le seuil qui s'applique au taux réduit des PME. Donc aujourd'hui, quelles sont les règles depuis les exercices clos le 31 décembre 2022, donc pour toutes les entreprises qui clôturent au 31 décembre, de 0 à 42 500 €, on a le taux réduit des PME. Il y a quelques conditions à remplir pour être dans les PME, notamment de chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros. Là, on a un taux réduit à 15%. Donc on était historiquement à un seuil de 38 000, mais qui n'avait jamais été actualisé. Donc là, il est passé à 42 500 € pour les sociétés qui clôturent au 31 décembre 2022. Et au-delà des 42 500 € de bénéfices, on a un taux d'imposition pour toutes les sociétés, que ce soit des PME ou des grandes entreprises, à 25%. Je vous rappelle que jusqu'en 2021, on pouvait avoir un taux différencié selon la taille de l'entreprise. Donc aujourd'hui, le taux, on va dire, normal de l'IS est à 25% et la baisse qui avait été votée est désormais terminée. Donc c'est le taux qui devrait être stable pour les prochaines années. En matière d'impôt sur le revenu, en tant que non-résident, si vous avez des revenus de source française, notamment des salaires ou par exemple des retraites qui pourraient être imposées aussi en France, s'applique en effet pour vous potentiellement le barème de l'impôt sur le revenu. Donc ce barème, il n'a pas été modifié au niveau des taux d'imposition sur les revenus 2022. Par contre, il y a une actualisation des tranches. Et comme le disait Pierre tout à l'heure, beaucoup d'inflation dans tous les pays, y compris en France en 2022. Et donc ça a mécaniquement remonté les tranches. Et donc le législateur a remonté les tranches de 5,4% pour l'imposition. Vous voyez, toujours avec les 5 taux d'imposition de 0 à 45%. Donc aujourd'hui, on peut être en France à un taux marginal d'imposition de 45% à partir de environ 169 000 € pour une part de quotient familial, puisque vous le savez, qu'on soit résident ou non résident, si on déclare des revenus de source française, on a aussi l'application du quotient familial. Et peut s'ajouter pour les personnes qui ont des très gros revenus de source française, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, CEHR en abrégé, qui, elle, n'a pas été non plus modifiée, qui est toujours là et qui peut ajouter des taux de 3 à 4%. Et elle également s'applique aux non-résidents qui ont des revenus de source française. Spécificité en effet pour les non-résidents, au-delà de l'application du barème, c'est qu'ils ont en effet des taux de retenue à la source en fonction du montant des revenus qu'ils ont au cours de l'année. Et donc là aussi, les tranches pour 2023 ont été revalorisées de 5,4%. Donc aujourd'hui,
Un non-résident qui a sur l'année 2023 qui aura moins de 16 000 euros de revenus annuels, il n'est pas imposé. S'il a entre 16 000 et 44 172 euros, 46 557 euros de revenus imposables, il sera dans la tranche à 12%. Et c'est toujours libératoire de l'impôt sur le revenu, ça veut dire que son impôt est définitif. Par contre, s'il a plus de 46 557 euros de revenus imposables sur l'année 2023, il va être fiscalisé à un taux de 20%. Et ce n'est pas libératoire de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire qu'au-delà des 46 557 euros, on a l'application du barème que je viens de vous présenter. Autre spécificité pour les non-résidents, c'est le taux minimum d'imposition sur les revenus 2022. Donc là, il y a toujours les tranches de 20 et de 30%. Il n'y a pas de modification là-dessus, uniquement une modification de la tranche qui fait qu'en dessous de 27 478 euros, on a un taux d'imposition de 20% et au-delà, on a 30% de taux d'imposition. Vous voyez, donc en effet, des fois, des petites complexités quand même à gérer entre l'application des taux de retenue à la source, du taux minimum d'imposition et du barème progressif. C'est les spécificités, on va dire, de la fiscalité à l'impôt sur le revenu des non-résidents. Donc ça, c'était sur la partie, on va dire, loi de finances. Donc il n'y avait pas d'autres modifications, on va dire, sensibles pour les non-résidents. Les décisions de jurisprudence, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'en ai choisi 2. La première illustre une question qu'on a quand même parfois de votre part, c'est-à-dire je suis non-résident, je veux acheter un bien immobilier en France, notamment ça peut être un bien de jouissance, une résidence secondaire en France. Est-ce que je n'aurais pas intérêt à l'acheter via une société, et pourquoi pas une société de droit étranger? Comme vous le voyez, il y a une décision du Conseil d'État assez intéressante sur justement un schéma où une personne était non résidente de France. Elle avait une société de droit suisse. Je crois qu'il y a pas mal de gens connectés en Suisse. Donc là, c'était une société de droit suisse qui a procédé à l'acquisition d'une résidence secondaire dans le sud de la France. Il était prévu dans les statuts, c'est là où ça commençait à être un petit peu malin, il était prévu dans les statuts de cette société de droit suisse que justement la société avait pour objet de donner en jouissance le bien immobilier à son associé. Donc, comme c'était dans les statuts, on pouvait considérer qu'il n'y avait pas d'acte anormal de gestion, puisque c'était prévu dans les statuts, et comme il n'y avait pas de revenus, il n'y a pas eu de déclaration qui a été faite en France. Contrôle de l'administration fiscale qui dit vous avez un bien immobilier situé en France, société de droit suisse non résident, mais comme le bien immobilier est situé en France, la convention franco-suisse prévoit qu'il y a quand même une imposition de ce bien immobilier en France. C'est une société de droit suisse. Voilà. C'est une société de droit suisse. On va faire une réflexion pour dire à quelle société de droit français on peut l'assimiler. Donc là, en l'occurrence, ils l'ont assimilé à une société de capitaux, type société anonyme de droit français, donc une société soumise à l'impôt sur les sociétés en France. Et en France, quand une société soumise à l'IS a un bien immobilier dont elle se garde la jouissance, l'administration fiscale, le législateur, taxe les revenus que la société aurait dû percevoir. Donc ça, c'est du droit français, mais comme là, on applique le droit français du fait du renvoi de la convention fiscale franco-suisse au droit fiscal français, là, concrètement, ça veut dire que la société suisse aurait dû encaisser un loyer qui était taxable en France, et donc la société suisse a été redressée sur les loyers qu'elle aurait dû percevoir, même si elle n'en a pas perçu, et même si c'était prévu, vous voyez, dans l'objet social de la société de droit suisse. Conclusion sur cette affaire, c'est vrai que si vous envisagez d'acheter une résidence secondaire, de ne pas vous payer de loyer au niveau d'une société commerciale, il faut absolument, a priori, éviter ce schéma d'interposer une société commerciale pour détenir le bien immobilier de jouissance, puisque en cas de contrôle, vous serez redressé sur la partie loyer qu'aurait dû percevoir la société. Donc là, décision du Conseil d'État du 22 juillet 2022.
Deuxième décision qui concerne cette fois le régime des impatriés. On a assez peu globalement de décisions de jurisprudence sur le régime des impatriés, donc je voulais vous en entretenir. Le régime des impatriés, globalement, c'est un régime extrêmement intéressant qui, comme son nom l'indique, va concerner des gens qui vont revenir en France. Et s'ils reviennent en France, ils vont avoir un certain nombre d'avantages fiscaux. Et là, en l'occurrence, une exonération d'impôt sur le revenu potentiel sur la prime d'impatriation. Donc, comme toujours en France, il y a un certain nombre de conditions plus ou moins simples à respecter. Globalement, les grandes conditions, la première grande condition, c'est d'avoir déjà été 5 ans résident fiscal hors de France. Et la deuxième grande condition, c'est de revenir en France pour travailler. 2 possibilités, globalement, de revenir en France pour travailler, soit dans le cadre d'une mobilité intragroupe. On était dans une filiale à l'étranger et on vient travailler dans une filiale en France ou dans la société mère en France, donc la mobilité intragroupe, mais ça peut être aussi le début d'un nouveau contrat de travail avec une nouvelle entreprise située en France. Donc quel est l'avantage de ce régime ? L'avantage de ce régime, c'est qu'on va être exonéré d'impôt sur le revenu pendant maximum 8 ans sur ce qu'on appelle la prime d'impatriation, c'est-à-dire le supplément de rémunération qu'on a lié à l'impatriation. Et un des points de difficulté qu'on a parfois, c'est de définir ce supplément de rémunération qui, lui seul, est non soumis à l'impôt sur le revenu. Et donc, ça veut dire de définir un salaire de référence minimum qui doit être taxable en France. Donc, ce salaire minimum, il est toujours taxable en France. Et c'est uniquement le supplément, la prime d'impatriation, qui sera exonéré d'impôt sur le revenu. Alors, si j'en viens maintenant à cette jurisprudence, Cour d'appel de Paris, 10 juin 2022, là, il s'agissait d'une personne qui, en fait, avait postulé directement à un emploi en France. Elle avait fait toutes les démarches pour trouver son emploi en France. Et dans ses commentaires sur ce régime impatrié, l'administration fiscale a indiqué que les personnes qui n'étaient donc pas appelées par une entreprise, mais qui venaient de leur propre initiative travailler en France, n'étaient pas éligibles au dispositif d'impatriation. Donc là, la personne, on lui a remis en cause l'exonération d'impôt sur le revenu pendant 3 ans dont elle avait bénéficié. Donc, contentieux. Le contribuable n'est pas d'accord avec l'administration, porte l'affaire devant le juge de l'impôt, première instance, ensuite appel, Cour d'appel de Paris qui donne raison au contribuable, donc contre l'administration. Donc elle dit l'esprit du texte, voilà, dans l'esprit du texte, quelqu'un qui recherche activement en France, c'est conforme à l'esprit du texte et que ça ne l'empêche pas de profiter du régime d'exonération. Voilà, donc une petite ouverture au niveau de la Cour d'appel de Paris. Il faut quand même faire attention, puisque vous le savez, sans doute, il y a une première instance, il y a une Cour d'appel de Paris, mais l'administration peut se pourvoir devant le Conseil d'État pour contester cette décision de Cour d'appel. Donc voilà, une décision qui n'est pas forcément définitive, mais qu'on a trouvé intéressant à vous présenter, à la fois sur le régime impatrié et à la fois sur cette décision de jurisprudence. Troisième et dernière partie dans notre panorama fiscal, c'est en effet la partie droit de donation et droit de succession, au sens où on est devenu non-résident fiscal de France, on a envie de transmettre un certain nombre de biens, français, pas français. Parfois, on a les enfants ou la famille à qui on veut donner qui est restée en France. Globalement, quelles sont les règles de territorialité, comment, en tant que non-résident, potentiellement donateur, par exemple, non-résident, est-ce que je peux quand même être taxé en France ? Là, le raisonnement se fait en 2 étapes. La première étape, c'est de connaître en effet les règles françaises qu'on appelle de territorialité, c'est-à-dire dans quel cas je vais être taxé en France, ce qu'on va voir à l'instant. Et la deuxième étape, c'est de regarder s'il y a une convention fiscale en matière de droit de succession, si on veut regarder l'aspect successoral, ou en matière de droit de donation, si on veut regarder l'aspect droit de donation, qui va éventuellement modifier justement les règles françaises.
puisque la convention fiscale a toujours une portée plus forte que les règles françaises. Alors, quelles sont déjà, première étape, les règles de territorialité en France ? Globalement, la France taxe aux droits de donation, aux droits de succession dans 3 situations. Soit parce que le défunt ou le donateur est résident français, donc là on aura une imposition mondiale. Donc vous, si vous êtes potentiellement sur une succession vous concernant ou sur une donation vous concernant, a priori vous êtes non résident. Donc ce premier critère n'est pas respecté. Deuxième possibilité, c'est d'avoir un héritier, un donateur ou héritier qui est résident de France et qui l'a été pendant 6 ans au cours des 10 dernières années. Il y a 2 conditions, être résident de France au moment où je reçois et l'avoir été pendant 6 ans au cours des 10 dernières années, justement au moment aussi où je reçois les biens. Donc là, pour le coup, l'enfant qui est resté résident français, par exemple, qui va recevoir une succession ou une donation, lui aussi, il est imposé sur les biens mondiaux. Et si toute la famille est non résidente, donc le donateur par exemple est non résident, le donataire est lui aussi non résident, on peut malgré tout être encore taxable en France si la donation, par exemple, porte sur des biens français. Et quand on tombe par les biens français, ça va être de l'immobilier situé en France, ça va être aussi des titres de société situés en France, mais ça peut être aussi un compte bancaire auprès d'une banque française. Donc c'est quand même une notion assez large de la notion de bien français. Donc si je respecte aucun de ces critères-là, par exemple, je suis un donateur résident belge, je vais donner à un de mes enfants qui est résident belge et je vais donner un compte bancaire ou des titres belges, là pour le coup la France n'a aucun droit de taxer, même si les personnes sont par exemple de nationalité française. Ce n'est pas un critère de taxation. Par contre, si les mêmes personnes veulent donner des titres français, Pierre parlait tout à l'heure d'Action LVMH, Action LVMH c'est un titre français, ça sera potentiellement taxable en France. Globalement, quelles sont les règles de taxation en France ? Entre parents et enfants, on a le droit à un abattement de 100 000 € qui se renouvelle tous les 15 ans. Et on peut avoir aussi un 31 865 €, c'est très précis, de dons familiaux de sommes d'argent qui se cumulent avec les 100 000 € d'abattement. Après, en France, on a un certain nombre de techniques françaises pour limiter les droits de donation et les droits de succession, les plus connus étant le démembrement de propriété et éventuellement le pacte du Treil pour les transmissions d'entreprises. Et l'autre point très important en France depuis maintenant plus de 15 ans, c'est qu'on n'a pas de droit de succession entre époux et entre partenaires pacsés. Voilà globalement les règles françaises. Qu'en est-il et voilà, je vous ai mis là aussi devant vous le barème. Le conjoint est exonéré. Par contre, les enfants peuvent être taxés jusqu'à une tranche marginale de 45% de droits de succession. Donc il était prévu en effet un certain nombre de modifications, tant au niveau à un moment des débats qu'on a pu avoir au Parlement. Et finalement, il n'y a pas eu de modification, ni des abattements, ni des tranches et des taux d'imposition. Le dernier point, comme je vous le disais tout à l'heure, ça c'est les règles françaises. Mais vous êtes peut-être dans un pays, résident d'un pays, où il y a une convention fiscale qui a été signée entre ce pays et la France. Globalement, j'ai mis les chiffres dans le slide, il y a 35 conventions en matière de droit de succession signées par la France. Par contre, il n'y en a que 8 conventions en matière de droit de donation signées par la France. Les pays les plus connus en matière de convention droit de donation, je vous les ai aussi cités ici, ça peut vous concerner pour certains peut-être d'entre vous. Alors peut-être pas les États-Unis avec le décalage horaire qu'on a aujourd'hui, mais sinon vous avez l'Italie, vous avez la Suède, vous avez l'Autriche, où il y a des conventions en matière de droit de donation. Alors finalement, qu'est-ce que peut apporter s'il y a une convention ? Qu'est-ce qu'elles apportent ? Déjà, elles vont définir le domicile fiscal du défunt donateur. On peut être éventuellement résident fiscal du point de vue français, mais peut-être pas résident fiscal du point de vue de la Convention. Là, il faut regarder ce point-là. Deuxième point intéressant des conventions, c'est qu'en général, elles retirent à la France le droit de taxer en tant qu'héritier résident de France. Donc ça veut dire que si j'ai la protection d'une convention, même si mon enfant est resté
résident fiscal français, la Convention peut retirer à la France le droit de taxer mon héritier résident français. Et le troisième apport potentiel de ces conventions, c'est le fait que certains biens français, par exemple des valeurs mobilières françaises, là aussi la Convention peut retirer à la France le droit de taxer les valeurs mobilières, même si elles sont françaises. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en droit français, c'est imposable, mais la Convention peut retirer à la France le droit de taxer des valeurs mobilières de source française. Évidemment, seule une analyse au cas par cas de votre situation, de la Convention, s'il y en existe une, il va falloir la lire attentivement. Il y a pas, même s'il y a un modèle de convention, chaque convention est particulière sur la définition du domicile, sur justement le champ d'application et la répartition de taxation entre les deux États. Donc seule une analyse au cas par cas de votre situation et de la Convention peut vraiment permettre de vous donner le conseil approprié. Voilà ce que je voulais vous dire dans les 20 minutes de temps qui m'étaient impartis. Donc je crois que maintenant, avec Pierre, on sera avec plaisir à votre disposition pour répondre à des questions. Merci de votre attention. Pierre et Bertrand, merci beaucoup pour la clarté de vos présentations. Nous allons donc passer aux questions maintenant. Première question pour toi, Bertrand. Oui. Quelle imposition des contrats d'assurance vie en cas de décès d'un non-résident ? Oui, c'est une très bonne question que je n'ai pas abordée justement dans ce support. Vous connaissez tous, pour la plupart, j'imagine, l'assurance vie en tant que résident français. L'assurance vie en tant que résident français, ça permet, si on souscrit le contrat et qu'on verse sur le contrat avant les 70 ans, de ne pas avoir l'application des droits de succession, mais en fait l'application d'une fiscalité spécifique à l'assurance vie. Pour simplifier, c'est 152 500 € d'abattement par bénéficiaire, 20% sur les 700 000 au-delà des 152 500 € et après une taxation à 31,25%. Donc en gros, du 0, du 20, du 31%. Vous voyez que c'est un petit peu moins quand même que les 45% qu'on peut avoir par exemple entre parents et enfants. Donc il y a du sens pour un résident français d'avoir de l'assurance vie. Pour un non-résident, comment ça va se passer ? Là, pour le coup, la complexité, c'est que cette taxe de 20% et de 31%, ce ne sont pas des droits de succession. Ça veut dire que je ne vais pas pouvoir appliquer, s'il y en a une, la convention en matière de droits de succession. Et que prévoient les règles françaises, justement, concernant l'assurance vie ? C'est que l'assurance vie, elle va être taxée en France si j'ai un assuré, donc un souscripteur assuré, qui est résident français au moment de son décès. A priori, par définition, là, on serait plutôt sur un non-résident. Mais le bénéficiaire de l'assurance vie qui est résident français au moment du bénéfice du contrat et l'a été pendant 6 ans au cours des 10 dernières années, on retrouve un peu cette règle qu'on avait vue tout à l'heure, et là, en tant que bénéficiaire résident français, je peux être taxé justement au 20% ou au 31%. Et le point d'attention, c'est que cette fiscalité, notamment qu'on a des bénéficiaires résidents français, peut se cumuler avec éventuellement l'imposition de votre pays de résidence. Je reprenais l'exemple tout à l'heure de la Belgique. Si vous décédez en Belgique avec un contrat d'assurance vie français avec des bénéficiaires enfants résidents français, là on peut avoir une imposition en France pour les enfants résidents français au-delà des 152 500 € d'abattement et le cas échéant, une imposition en Belgique aux droits de succession. Donc là, l'assurance vie, ça peut être un outil intéressant, mais en effet à manier avec précaution en cas justement de transmission de patrimoine. Donc là aussi, c'est très important quand on est devenu non-résident de faire une analyse fiscale de ces contrats d'assurance vie au cas où il arrive quelque chose. Merci Bertrand. Une autre question pour toi. Y a-t-il des changements en matière d'IFI, de l'impôt sur la fortune immobilière ? Oui, merci. Comme je le disais un petit peu dans l'introduction, l'impôt sur la fortune immobilière a été mis en œuvre depuis 2018 et il n'y a pas eu de modification récente dans la loi de finances. Donc on a toujours parfois une ou deux jurisprudences qui s'appliquent à l'ISF, l'ancienne ISF, mais qui peut s'appliquer parfois à l'IFI. Mais globalement, en tout cas dans la loi de finances et au cours de l'année 2022, il n'y a pas eu de changement majeur
en matière d'impôt sur la fortune immobilière. Donc on a toujours un seuil à 1,3 million de patrimoine immobilier net. En dessous d'1,3 million, pas de déclaration à faire pour les non-résidents, mais au-delà de 1,3 million d'euros de patrimoine immobilier net, une déclaration d'IFI à faire, y compris si on est non-résident. Merci beaucoup. Autre question pour toi. La Suisse et l'Union européenne sont en pleine renégociation des bilatérales. Aura-t-on des changements à l'égard des étrangers de l'Union européenne résidant en Suisse ? Alors là, est-ce que vous faites allusion peut-être à l'aspect convention fiscale, droit de succession ? Peut-être ça, parce qu'en effet, la France et la Suisse avaient une ancienne convention droit de succession que la France a dénoncée, et depuis 2015, il n'y a plus de convention avec la Suisse en matière de droit de succession. Donc là, on a des fois des doubles impositions qui peuvent s'appliquer en matière franco-suisse. Donc vous voyez, maintenant, depuis 8 ans. On entend toujours parler, en effet, d'une possible nouvelle convention qui serait peut-être en cours de renégociation, mais c'est à chaque fois très long. Et pour l'instant, en tout cas, moi, je n'ai pas vu officiellement de projet de texte en ce sens, mais bon, il y a des fois des choses assez secrètes. Ça peut éventuellement arriver au cours de l'année sans qu'on soit forcément prévenu, mais en tout cas, officiellement aujourd'hui, je n'ai pas entendu parler de nouvelles conventions droit de succession en matière suisse, en tout cas pas de texte abouti. Merci beaucoup. Toujours pour toi, le quotient familial ne s'applique pas aux revenus fonciers des non-résidents. Si. Si. Il s'applique si vous êtes un couple marié avec des enfants. Si vous faites votre déclaration de revenus en France en indiquant bien que vous êtes marié avec des enfants à charge, vous aurez droit à l'application du quotient familial. Ça, c'est le principe. Par contre, après, vous avez l'application spécifique pour les non-résidents des taux minimum d'imposition. Donc c'est là où parfois, en effet, peut finalement l'application de principe du quotient familial peut ne pas avoir forcément d'effet si vous êtes au taux minimum d'imposition qui s'applique sur les revenus fonciers. Donc ma réponse, le quotient familial s'applique en théorie. Après, il faut voir dans votre situation quel est véritablement l'impact entre le quotient familial et les taux minimums d'imposition de 20 et de 30%. Autre question, y a-t-il une convention franco-britannique en matière de donation ? Non. Il y a une convention en matière de droit de succession dans le cadre franco-britannique, mais pas en matière de donation. Donc, ce qui veut dire que, comme je disais tout à l'heure, si vous êtes résident britannique et que vous voulez donner à des enfants qui sont restés résidents français, a priori, le fait qu'eux soient restés résidents français va les taxer au droit de donation en France, même si vous donnez des biens britanniques. On va prendre une dernière question pour finir. Qu'en est-il de la double fiscalité Grèce-France ? Le taux d'imposition grec est plus élevé actuellement. Je crois qu'il y a eu une disposition récente, notamment avec le président Macron. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la fiscalité grecque, pour tout vous dire. Donc là, il faudrait étudier votre question qui est très précise de manière plus en détail et d'aller voir justement que prévoit la convention fiscale franco-grecque. Je sais qu'il y en a une en matière d'impôt sur le revenu. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait une en matière de droit de succession. Et il n'y en a pas, ça c'est sûr, en matière de droit de donation. Voilà, donc je réserve ma réponse à une étude plus précise. Merci beaucoup Bertrand. Il n'y a donc plus de questions. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre écoute. Je vous rappelle que votre banquier reste à votre entière disposition et je vous invite donc à le contacter pour plus d'informations sur ces sujets. Et je vous souhaite donc à tous, Pierre et Bertrand aussi, une excellente journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de votre écoute. Au revoir.